France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe, on va le rappeler, professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Question ce matin sur la notion de soins. Ce manque de soins qui gangrène le système hospitalier français, mis en évidence ces jours derniers encore une fois par le ras-le-bol des pratiquants du monde médical, les infirmières, les internes qui appellent à un mouvement de grève mardi prochain, jusqu'aux médecins généralistes dont le syndicat MG France a instauré depuis hier un samedi tournant, un samedi de grève, chaque samedi la grève. Ce manque de soins, Cynthia Fleury, vous l'avez abordé dans un recueil intitulé « Le soin est un humanisme », ça fait écho à l'existentialisme est un humanisme de la conférence de Jean-Paul Sartre en 1945, quelles sont les valeurs qu'une société abandonne quand elle n'investit plus dans sa politique de soins médicaux ? Alors, je dirais qu'elle abandonne beaucoup de choses. Est-ce qu'elle le fait sciemment ? Je ne sais pas. Je pense que elle ne pense pas le faire sciemment, voilà, en France en tout cas. Donc je pense que voilà, on a, si vous voulez, cette illusion que le rationalisme économique est sans doute le plus grand efficace pour organiser nos sociétés. Je ne vais pas faire toute une historiographie de pourquoi on pense ça, mais donc le seul souci, c'est que principalement sur certaines structures, même si en règle générale c'est totalement insuffisant, mais alors c'est totalement délétère sur des structures qui sont constituées par le temps qualitatif dédié par la détermination par exemple, d'un médecin. La détermination d'un médecin, si vous voulez, c'est essentiel dans le process, ou des soignants, à vous soigner. Parce que Dieu sait si le consentement aux soins est une de nos valeurs clés, mais il ne se construit pas comme ça. C'est pas parce que vous êtes malade que vous consentez aux soins qui vous est proposé. La collégialité, les maladies sont extraordinairement complexes, mais la collégialité, c'est du temps passé avec toutes les autres disciplines pour tout d'un coup amener le... Donc si vous voulez, tout ça, ce qui paraît du bon sens, aujourd'hui, c'est derrière une finalité inversée qui est celle de dire il me faut moins de lits, il me faut moins de postes, avoir etc. Une vision comptable de la santé. Avoir une vision comptable. Et ça, hélas, quand vous abandonnez ça, vous abandonnez en fait le capacitaire d'une société. Donc c'est là où je pense qu'il faut faire le petit pas de plus. C'est-à-dire que le soin, c'est du capacitaire. Alors qu'on met le soin, si vous voulez, du côté de l'assistanat, très souvent. Le soin, c'est ce qui permet de tenir debout toute une société. Donc, c'est fondamentalement la matrice de l'émancipation, c'est la matrice de l'autonomie, au sens de la démocratie aussi. De la démocratie, du fait que nous allons pouvoir être des ressources les uns pour les autres, etc. etc. Et c'est aussi un marqueur de l'arbitraire, de l'injustice. Ce manque de soins, vous l'avez vu, écrivez-vous, sur le visage des Gilets jaunes comme la marque d'une grande injustice. Ah oui, là franchement, c'était flagrant quand on se balade. C'est peut-être moins flagrant dans les villes. Pourquoi ? Parce que dans les villes, quand il y a les mouvements sociaux, je dirais que la vigueur des mouvements sociaux, la symbolique de ça, la symbolisation passe devant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on revoit une certaine idée du peuple. Mais sur les ronds-points, face aux individus, en petits collectifs, etc., les dos cassés, les genoux qui font mal, tout ça, c'est même la première chose, c'est-à-dire le contournement. Le fait de dire non, finalement, je ne suis pas un objet de soin. Et d'abord, j'ai pas l'argent pour, c'est trop loin. Ça racontait aussi toute cette territorialité. Toute la motivation des Gilets jaunes. Et c'est un côté aussi, je suis invisible. Je suis invisible, et puis à un moment donné, moi-même, je ne suis plus visible pour moi-même. Et puis finalement, je fais des arbitrages qui sont inacceptables. C'est-à-dire, je vais choisir entre la santé pour mon enfant et ma propre santé. Bon, c'est la santé pour mon enfant. Sauf que c'est des systèmes très courts, à court terme. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un soutien de votre famille, vous devez être en bonne santé. Donc ça, c'était assez flagrant, oui. Et si les Gilets jaunes ont bloqué les ronds-points, c'était aussi donc pour se faire entendre des politiques. Et c'est révélateur aussi d'une médecine qui prend de moins en moins de temps pour écouter les patients. Quand une médecine n'écoute plus, ça a quelles conséquences pour les malades et pour la société en général ? Alors c'est dramatique. Encore une fois, c'est pas nécessairement voulu, mais c'est que le temps manque. On vous dit, voilà, c'est tant de minutes. Sauf que si vous voulez, quand vous avez face à vous une personne avec des troubles un peu cognitifs,
la verbalisation de sa maladie est très compliquée. C'est-à-dire que non seulement il faut écouter, mais il faut quasiment traduire. Il faut être l'interprète de ce qui se dit. Quand vous n'écoutez pas votre patient, vous avez une augmentation des erreurs de diagnostic absolue. Vous avez une observance, c'est-à-dire le fait, vous savez, on parle de l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est 80% du soin qui est porté tous les jours par le patient et ses aidants. On vient se faire soigner et on repart aussi vite. Exactement. S'il n'y a pas d'éducation thérapeutique, l'ambulatoire, il revient avec une violence terrible dans les services d'urgence. Les urgences vous racontent ça en disant c'est bien joli cette histoire d'ambulatoire. Moi, je désire l'ambulatoire, bien sûr. Mais faut-il encore le former, l'accompagner? On soigne des maladies, en fait. On ne soigne pas des malades. Exactement. On soigne des maladies, puis encore une fois, avec des approches très rentabilistes, c'est-à-dire qu'on a divisé, on a appliqué la division du travail, ce qui, encore une fois, on peut le comprendre, à la division du soin, sauf que le soin, c'est indivisible, si vous voulez, c'est holistique. Et donc, quand vous divisez, vous faites de la tarification à l'acte, il y a quantité de choses que vous n'attrapez pas dans cette tarification. Mais on aurait peut-être dû commencer par là, j'aurais peut-être dû commencer par là, Cynthia Fleury. Quelle est votre conception du soin aujourd'hui dans une société moderne ? C'est la question. Mais vous voyez, c'est très vaste. C'est un dispositif déjà, c'est un circuit. Ce n'est pas simplement, effectivement, des points comme ça qu'on aimerait. On aimerait que ce soit absolument quantifiable, mesurable, de telle façon. Mais en fait, ça demande une inventivité qui fait qu'on comprend ce grand dispositif, on comprend l'implication des parties prenantes. Un soin capacitaire, c'est aussi un soin, si vous voulez, qui est endossé par les parties prenantes. C'est-à-dire, tout d'un coup, elles se sentent investies de la nécessité. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les irremplaçables ». Donc, le fait d'impliquer cette irremplaçabilité des individus, c'est ça, ma conception du soin. Et puis, vous avez aussi créé cette chaire de philosophie au sein du groupe hospitalier universitaire de Paris, psychiatrie et neurosciences. Avec quelle ambition avez-vous construit cette chaire ? Allez-y, prenez un verre d'eau, mais ça passe très bien. Le problème, c'est que j'ai déjà pris un verre d'eau. J'en suis à mon 4e verre d'eau. On va vous apporter un thé chaud, s'il vous plaît. Mais encore, là, vous avez récupéré une voix du matin qui, je trouve, est plutôt... elle passe très bien, votre voix, Cynthia Fleury. Cette chaire de philosophie au sein du groupe hospitalier universitaire à Paris, quelle ambition ? Écoutez, il y en avait beaucoup. La première, je dirais, c'était de faire de l'hôpital un lieu ouvert. Et de dire, voilà, notre état de droit est construit, et je l'espère, sur des pouvoirs séparés. C'est très important, la séparation des pouvoirs dans l'état de droit, mais notre état social et puis notre état culturel, il est construit sur des savoirs partagés. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, nous sommes constitués par un régime de savoir interdisciplinaire, de consentement à ce savoir, de compréhension de ce savoir, mais pour ça, il faut que nos lieux de savoir soient ouverts. Et je considère que le soin et le savoir, c'est une même matrice, bien évidemment. Et donc, ouvrir la chaire, elle avait vocation à ouvrir l'hôpital encore plus qu'il n'est. Je ne dis pas qu'on est les premiers à faire ça, mais nous continuons. Vous l'avez concrétisé. Voilà, nous continuons, nous consolidons cette grande démarche de dire, voilà, c'est un lieu de savoir, d'enseignement, de recherche. Donc la chaire, elle fait des cours ouverts à tous, gratuitement. Vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre une certification ou une diplomation, ça existe aussi. Vous pouvez vous diplômer, mais si vous voulez simplement venir comprendre quelque chose autour d'une maladie, mais pas que, parce qu'il y a tous les grands sujets qui sont faits à la chaire, vous venez. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, nous avons passé un contrat de mariage et d'amour et de raison, les deux, mon capitaine, avec l'Université des patients, qui a été fondée par le professeur Catherine Tourette-Turgis, qui est sur le site de la Salpêtrière. La France est le seul pays au monde à diplômer ses patients experts. Donc c'est un pas. C'est diplômant. C'est diplômant. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, troisième point de la fusée, nous avons fait une structure de prototypage avec... Prototypage, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous voyez, je savais que j'allais vous intéresser sur ce caractère concret. C'est-à-dire que nous inventons avec les parties prenantes des hôpitaux des solutions. Ça peut être des solutions organisationnelles, décidément, pardonnez-moi. Ça passe très bien, ne vous inquiétez pas pour votre voix, on vous comprend donc, très bien. Solutions organisationnelles, mais aussi des objets, des applications, etc., pour régler des points très concrets. Et que vous divulguez d'ailleurs à d'autres établissements. Exactement, tout ça est en Creative Commons, donc c'est à disposition. Et d'ailleurs, nous avons une très belle chaire qui vient de surgir à Clermont-Ferrand. Nous en avons, une autre qui est en
en chemin vers le Mali, Chaire Humanité et Santé. Donc vous voyez, il y a quantité d'endroits comme ça qui se saisissent de cet enjeu de mettre les humanités au cœur du process du soin. Et qui montre bien que le simple geste médical ne suffit plus en fonction aussi de la différence des maladies, parce qu'il y a des maladies chroniques, il y a des maladies incurables, il y a des maladies aiguës, il y a des récidives, il y a toutes sortes de maladies. Il y a toutes sortes de maladies, et puis il y a aussi une transition épidémiologique qui est bien connue dans le monde entier, nord-sud compris, c'est-à-dire la chronicité est devant l'infectieux. Et la chronicité, si vous voulez, tout d'un coup, c'est plus une maladie parenthèse, c'est une maladie qui irradie l'ensemble de votre système. Et puis, on a cette merveilleuse chose qui est de dire aujourd'hui que le cancer est une maladie chronique. Alors, c'est à la fois merveilleux, mais c'est compliqué. Et bien évidemment, nous avons des chiffres dramatiques sur la question du cancer. C'est-à-dire que dans les 2 ans de la rémission, vous avez plus d'un tiers des patients qui perdent leur travail. Donc, on ne comprend pas pourquoi, puisqu'au moment où on leur dit « vous êtes guéris », ils perdent leur travail, ils rentrent en dépression, etc. Donc tout ça fait que nous devons inventer ce qu'on appelle une clinique du rétablissement. Tourette Turgis a beaucoup justement travaillé sur ces points. Et ce qui est, je dirais, positif, c'est que, par exemple, pour ne pas citer la Salpêtrière, aujourd'hui, les services accueillent et demandent précisément d'aller vers aussi ce type de soins. Et la philosophe Cynthia Fleury, invitée de la matinale ce matin. Et puis, Cynthia Fleury, il y a le cas des internes. Ils appellent à la grève mardi contre des cadences infernales, contre le manque de moyens. Or, il faut le rappeler, les hôpitaux publics ne tiennent que par cette main-d'œuvre bon marché. On va rappeler que ce ne sont que, on mettra le que entre guillemets, des étudiants qui tiennent un hôpital, les hôpitaux français. Oui, c'est ça qui, si vous voulez, à un moment donné, que les étudiants soient sollicités pour être formés, accompagnés, bien évidemment, qu'ils soient laissés seuls, puisque quand vous écoutez les internes, c'est ce qu'ils vous racontent. Ils vous racontent qu'en fait, la majorité du temps, en tout cas une grande partie du temps, ils se retrouvent seuls. Donc ils sont totalement démunis, avec un sentiment de risque absolu. Où sont les chefs de service, où sont les patrons ? Eh bien, ils sont sur d'autres territoires au même moment et ils ne sont pas là, non pas parce qu'ils ne veulent pas être là, mais parce qu'ils ne peuvent pas être là. Donc, il y a tout un système, si vous voulez, qui fonctionne avec des trous dans la raquette, sauf que, encore une fois, ce sont la vie, c'est la vie des patients qui est en jeu. Et puis, c'est pas simplement la vie, c'est un sentiment de confiance. Pour moi, l'hôpital, c'est le dernier bastion, si vous voulez, de la confiance institutionnelle. Et de cohésion d'un service aussi. De cohésion d'un service. Donc, on avait fait un ouvrage, d'ailleurs, qui avait été dirigé par le docteur Oslander, qui est médecin à des étudiants à Sciences Po et qui s'appelait l'omerta de l'hôpital, je crois, mais qui était directement lié à ça, c'est-à-dire les étudiants. Comment les étudiants... Sur la maltraitance des étudiants en internat. Et qui racontait, indépendamment de tous les autres problèmes, celui-ci. D'ailleurs, dans une tribune signée lundi dans le journal Le Monde, datée de lundi, vous signez donc cette tribune sur les cas de suicide des internes en médecine, victimes d'une maltraitance qui conduit au harcèlement. Quel type de harcèlement Ce sont des harcèlements, si vous voulez, c'est très compliqué parce que c'est un univers de symbolisation extrême, enfin de désymbolisation aujourd'hui et de reconnaissance. Si vous voulez, il y a eu longtemps cette voie royale de l'hospitalo-universitaire. Et donc, vous vous mettez vous-même dans un système de pression assez fort. Et donc, hélas, vous avez tendance, petit à petit, à accepter des choses qui ne devraient pas être acceptées. Donc, et puis, vous avez encore, ce sont des grands systèmes encore patriarcaux, encore sexistes, encore discriminants. Enfin, ça reproduit la société, tout simplement. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Mais c'est notamment ça. Et c'est un sentiment aussi, si vous voulez, il y a de l'absentéisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lâchent. Et donc, bien évidemment, vous vous retrouvez aussi à devoir remplacer votre collègue, etc. etc. Moi, j'ai en supervision pas mal de jeunes étudiants, internes, médecins. Ils quittent l'hôpital. Mais avez-vous les moyens, aller vers un autre système? Au poste où vous êtes, avez-vous les moyens de détecter, on parlait des cas de suicide, de détecter le mal-vivre extrême de certains de vos étudiants? Oui. Oui, alors je sais pas qui s'en préoccupe dans les universités? Ça y est, ça commence. Oui, ça commence. Ça commence parce que d'abord il y a les médecins des universités qui sont rattachés aux universités, type Oslander et autres, qui détectent, qui alertent. Il y a les professeurs eux-mêmes. Je dois dire que le mal-être est quand même, hélas, en France, une chose partagée. Donc, on commence, si vous voulez, à ne plus être condescendant avec cette question. On va rappeler que la charge de travail des internes est ahurissante. C'est en moyenne
60 heures de travail par semaine. Ça veut dire que le droit du travail n'est pas respecté dans les hôpitaux. Vous parliez de courage. Encore un mot, Cynthia Fleury, sur votre actualité. Il y a une dizaine d'années, vous aviez publié un essai intitulé « La fin du courage ». Eh bien, ce texte sur le courage sera adapté à la Scala à Paris à partir de mardi prochain jusqu'au samedi suivant. Votre texte sera lu par Isabelle Adjani et Laure Calamy sous la direction de Nicolas Maury. Comment est né ce projet scénographique ? Oh, c'est né d'une volonté qui était la mienne il y a maintenant quelques années de créer un objet totalement appropriable par voilà, un essai philosophique. C'est pas sur scène, c'est pas simple forcément. C'est pas simple. Et donc, résultat, là, c'est pas du tout ça qui se joue. C'est 4 actes, 2 personnages. Il n'y a bien évidemment aucun personnage dans La fin du courage. Un écrivain et un journaliste, 2 personnages très archétypaux et qui racontent, en fait, qui vont se rencontrer, qui sont découragés et qui vont reprendre courage ensemble. Donc, c'est ça. C'était aussi ça le but, c'est-à-dire d'arriver dans un endroit avec son propre découragement et de sortir de là en disant, bon, ok, je vais tout casser. Et d'aller chercher la force là où elle se trouve. Et d'aller chercher la force là où elle se trouve, et aussi de voir que chacun d'entre nous, nous négocions avec le monde. C'est-à-dire que la fin du courage, c'est notre propre seuil de tolérance. Exactement. À dire oui. Exactement, et puis à un moment, donc à dire oui, à dire non, à un moment donné, comment il y a des négociations qui ne nous mettent pas en danger, qui préparent la suite, et comment il y a des négociations qui, au contraire, vont nous éloigner de ce que nous sommes, trop. Et donc, il y a un dernier acte assez symptomatique, puisque tout d'un coup, elles vont reprendre courage avec un élément naturel très fort, et voilà, et elles se donnent l'envie comme ça, et de vivre, et de maintenir aussi leur vocation, parce que, par ailleurs, elles ont un lien très étroit avec l'écriture. Et ce courage, c'est d'actualité en ce moment où éclatent moult conflits sociaux, et nous en savons quelque chose à Radio France en cette fin d'année. Le courage de dire non aux choix politiques, aux choix d'entreprise, c'est là-dessus que votre essai faisait... L'essai porte sur le oui qui est derrière le non. Donc, trop de oui, et à un moment, il faut savoir dire non. Oui, mais l'inverse aussi. C'est-à-dire, le courage en politique, c'est Churchill. Oui, c'est une des grandes figures, mais il y en a, heureusement, il y en a quantité d'autres. Aujourd'hui, vous avez des formes de courage qui s'affrontent. Sincèrement, quand le gouvernement décide d'aller sur cette idée de faire une réforme parce qu'on veut avoir un temps long, c'est un courage. Quand les syndicats descendent dans la rue aussi, c'est un courage. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que le courage, il n'est pas univoque, il est plastique. Il ne dit pas l'alpha et l'oméga de tout. Mais c'est vrai que c'est le moteur de notre cohésion essentielle pour vivre ensemble. Est-ce qu'on a pu mesurer dans le temps s'il est plus difficile de dire je dis non, mais vous avez rappelé que c'était aussi difficile de dire oui, en tout cas d'avoir du courage en société, en entreprise, c'est plus difficile aujourd'hui qu'auparavant, l'inverse? On a pu mesurer un peu cette évolution du courage dans le temps? Alors on mesure plutôt les formes et la phénoménologie extérieure du courage, c'est-à-dire qu'en gros, vous aviez tout de même pendant très longtemps un réel de la mort, si vous voulez. Un réel de la mort qui faisait que, vous deviez, par exemple, partir au combat. Sauf que ce réel de la mort, il n'était pas volontaire. Le courage, on considère tout de même que ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une obligation. Avoir du courage, ce n'est pas respecter un ordre militaire simplement parce qu'on est dans l'obligation d'être citoyen et d'aller se battre. Donc aujourd'hui, on a un courage plus ordinaire, moins héroïque, mais qui est tout aussi déterminant. Et dont on peut se faire un ami. Exactement. Et on ira voir ça sur scène, La fin du courage. Oui, parce qu'il y a des texte actrices extraordinaire. Isabelle Adjani, Laure Calamy pour cette lecture. Ce n'est pas simplement une lecture, c'est aussi une scénographie. Tout à fait. Ce sera donc chaque soir de mardi à samedi prochain à 21h à la Scala à Paris. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue ce matin avec cette vilaine voix. C'est gentil. Non, quand je dis vilaine voix, je ne parlais pas du fond, mais vous étiez inquiète sur la qualité de votre voix. On a très bien compris. Merci beaucoup Cynthia Fleury et bonne journée.